effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme, disait le professeur Joseph Kizerbo, ce écrivain et homme politique burkinabé. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec cette citation que nous vous souhaitons la bienvenue sur l'intelligent.tv dans cette édition spéciale consacrée aux événements du 18 février 1992. Et pour en parler, on reçoit deux personnes qui ont été témoins des événements. La première personne que nous allons vous présenter est M. Ange Dagaré Dasso. C'est un homme politique ivoirien, historien de formation. Il est actuellement membre du bureau politique du PDCI RDA depuis 2013 et délégué communal de ce même parti de Cocody 2 depuis 2019. Avant d'accéder à ces postes, il fut membre du conseil politique, membre du grand conseil du PDCI RDA de 2000 à 2013, vice-président national de la jeunesse du PDCI RDA, JPDCI, de 2003 à 2009. Il a été également président de la jeunesse estudiantine du PDCI RDA, section campus, de 1991 à 1996. Monsieur Ange Dagaré Dasso est avec nous. Bonsoir, monsieur Ange. Bonsoir, monsieur. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Ça ne peut pas être autrement. Et le second invité est Dr Martial Aipo. C'est également un homme politique ivoirien, né le 29 juin 1966 à Lakota, en Côte d'Ivoire. Membre fondateur de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé FESI, en 1990, dont il fut le premier secrétaire général de 1990 à 1993. Il est le président fondateur de l'Union pour le développement et la liberté UDL, en abrégé depuis 2006, titulaire d'un doctorat de l'École des études orientales et africaines de l'Université de Londres. Le fondateur de l'UDL est consultant en relations et intermédiation internationale. Il est aussi enseignant à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Monsieur Dr Martial Aipo, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Tout le plaisir est le mien aussi. Alors, nous sommes là pour parler des événements qui ont marqué la date du 18 février 1992. La première question que nous allons vous poser, on commence d'abord par M. Ange Dagaré. Que vous inspire, sinon que vous rappelle la date du 18 février 1992? 18 février 1992 marque l'attentat de la démocratie en Côte d'Ivoire. Marque le déracinement, la promotion de la démocratie en Côte d'Ivoire. 18 février 1992 nous rappelle que les hommes ne sont véritablement hommes que lorsqu'ils sont des loups pour les loups. Et ce jour-là, j'étais dans ma chambre au campus lorsque une radio internationale a annoncé l'événement. J'ai été meurtri, désabusé. J'avais honte que cela se passe en Côte d'Ivoire sous mon régime, le régime de mon parti. Le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA. Parce que pour moi, la démocratie protège la République et la République protège la démocratie. Les deux vont de pair. Et notre pays qui venait d'amorcer le retour au multipartisme, parce que la Côte d'Ivoire avait déjà connu, dans les années coloniales, je veux dire de 1946 à ce qu'on arrive en 1960, le multipartisme, il y avait des partis politiques. Et puis, dans la constitution de l'indépendance de 1960, à l'article 7, il a été prévu le multipartisme, que Oufou n'avait jamais voulu actionner, compte tenu du fait que lui, il a connu la 4e République et la 5e République en France. Il a été dans le gouvernement de Guy Mollet, il a été dans le gouvernement de De Gaulle avec Michel Debré. Donc il savait les limites du multipartisme et du parlementarisme. Nous revenons après la bataille des étudiants, parce que j'appelle ça la bataille des étudiants, parce qu'on oublie souvent. La FESI, bon, il est en face de moi, c'est mon frère, c'est mon ami. Pour que la FACI naisse, il doit donner la parole. Pour que la FACI naisse, il a fallu une coupure d'électricité à Yopougon, ce qui va déclencher tout le système. Nous étions étudiants en première année en 90, nous venons d'arriver. Et ce multipartisme-là a connu des grands hommes. Francis Vaudier, Bamba Moriféré, Zadi Zaourou, Laurent Gbagbo. C'était d'abord des opposants clandestins.
Et le 30 avril 1990, le bureau politique du PDCIRD a autorisé le président Houphouët-Boigny à décréter le multipartisme, le retour du multipartisme. Et le 3 mai, au Conseil des ministres, 1990, l'article 7 est actionné pour que le multipartisme vienne. 2 ans plus tard, pour une marche parce que la démocratie, c'est la liberté d'expression. C'est ça. C'est la liberté de parole d'abord, la liberté de manifester, parce qu'il est les bases élémentaires de la démocratie. Les étudiants ont été violentés par la FIPAC à l'époque. Il y a eu des blessés, il y a eu des viols, il y a eu des casses, des étudiants ont perdu des biens. Et puis, il y a eu une commission qui a été mise en place. Cette commission a demandé que les auteurs soient sanctionnés, dont le chef d'état-major de l'époque, Guy Robert, avec les Fezambi, qui étaient les patrons de la FIPAC. Voilà. C'est à l'issue de ça que le président Gbagbo et ses amis qui ont cru à la démocratie, pensaient qu'ils pouvaient marcher. On ne peut pas marcher, c'est Faria Kiri qui a fait ça. La question mérite d'être posée. Et lorsque nous nous rappelons du 18 février 1992, nous avons mal pour la démocratie, pour la Côte d'Ivoire. Et ça n'a pas raté 7 ans plus tard. Il y a eu le coup d'État. Parce que les hommes politiques ivoiriens n'ont pas voulu s'asseoir pour tirer les leçons de ce qui s'est passé, qui l'a fait et pourquoi l'ont-ils fait. Mais les mêmes acteurs sont restés. Et puis le pire est arrivé le 24 décembre 1999. Donc, chaque fois que j'étais hier à Gagnoura, parce que j'ai perdu ma mère, et ce matin, vous m'avez appelé, je dis non, je réponds parce que je suis d'abord historien. Je ne suis pas journaliste au quotidien, mais quand on est amoureux de l'histoire, quand on a eu un bac D et qu'on va s'inscrire au département d'histoire, c'est parce qu'on aime l'histoire. C'est bien ça. Donc, venir sur ce plateau et débattre de ce 18 février 1992, ça devait permettre de donner mon point de vue que je n'ai pas pu donner en 92, parce que j'étais en 2e année. Bon, je n'avais pas pu être président de jeunes du campus, je n'étais pas président national, donc je n'avais pas de point de vue à donner. Et j'ai vu que ce jour-là, c'était maltraiter la démocratie, c'était faire un attentat contre la démocratie, c'était martyriser la liberté des hommes et des leaders politiques. Et ça, ce jour-là, j'ai eu honte, la Côte d'Ivoire s'est mise sur le banc des accusés. C'est pas parce qu'aujourd'hui, 21 ans plus tard qu'on en parle, non, c'est pas du tout. Non. 29 ans plus tard qu'on en parle, mais mon opinion, j'ai été toujours blessé de savoir que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas arriver à là. Parce que nous avons été l'un des rares pays en Afrique où le retour au multipartisme n'a pas été très violent. Voilà. Nous sommes l'un des rares pays où nous avons amorcé une démocratie. Parce qu'on avait des opposants qui avaient appris ce que c'était que la démocratie. Et qui venaient pour qu'on enracine la démocratie, fasse la promotion de la démocratie. Donc, 29 ans après, j'ai toujours le cœur de mes trucs de pensée. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, les mêmes acteurs. D'accord. On reviendra sur ce sujet. Ah, temps de donner la parole au docteur Aïpo pour qu'il donne sa version des faits. Non, il n'y a pas d'autre version. En tout cas, je tiens à vous remercier. D'accord, merci. Avoir Ange comme condisciple du département d'histoire. C'est un élève des Sémé-Bizan et des Jean-Noël Lecou, nos maîtres. Je pense que l'éloquence est là et donc la précision historique aussi va être là. Il a restitué l'événement dans son contexte événementiel. Moi, je vais juste revenir un peu sur le sens global, parce que nous sommes des historiens et nous sommes ici, là, en présence de ce qu'on pourrait appeler l'histoire de la longue durée. Alors, je crois que le 18 février, en un mot, c'était un coup d'arrêt, une tentative d'arrêter le processus de démocratisation, mais pas par des individus, mais par un système politique que nous avons hérité après le passage du parti unique. Et donc, le 18 février a été l'ultime, ou du moins la première occasion, de faire en sorte que ce pluralisme ne soit pas. Malheureusement, comme Ange l'a dit, on n'a pas tiré les leçons pour savoir pourquoi, comment, ça venait d'où. Et puis, on est resté dans la même gadouille jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on traverse des périodes encore plus dures, la guerre civile, la crise post-électorale, des milliers de morts. Et jusqu'à ce que nous sommes en train de parler du 18 février, personne n'a encore cherché à comprendre le mécanisme structurel qui explique cette résistance systémique à la démocratie en Côte d'Ivoire.
D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que le 18 février 92, pour vous, c'est un coup d'arrêt de la démocratie. Qui a arrêté la démocratie ce jour? Bon, comme je vous le disais, je vais faire une approche systémique. Nous avons un système de parti unique qui a été hérité de l'État colonial. Comme Ange l'a rappelé tout à l'heure, en 1960, le président de la République d'alors, le père fondateur de la nation, Félix Houphouët-Boigny, avait estimé que le pluralisme allait être source de tribalisme et donc d'instabilité politique, alors que le projet que lui portait était un projet de construction d'une nation, et donc il n'en avait pas besoin. Et à partir de ce moment-là, 30 ans durant, on est resté sous un régime du parti unique. Il a fallu donc, à un moment donné, avec l'essoufflement de ce système-là, l'économie de plantation, voilà, qui expliquait un peu la dynamique de l'économie politique, qui explique un peu la dynamique événementielle que nous vivons. Le système ne pouvait plus tenir. Et n'ayant plus la légitimité, la capacité de maintenir le consensus, il a été obligé de faire une ouverture. Bien sûr, avec voilà, la mobilisation et l'action des terrains des étudiants que nous sommes. Moi, je fais partie de ceux qui ont été dans la rue au lendemain du 19 février 1990 et qui, pendant 3 mois durant, ont poussé le régime du PDCI à céder parce qu'il fallait forcément, pour nous en tout cas, il fallait la liberté. Et malheureusement, l'ouverture, ou du moins l'arrêt du consensus reconnu par la direction politique du pays ne s'est pas suivi des mécanismes qui devraient nous permettre d'accompagner. Et pour 2 raisons. La première, c'est que le parti au pouvoir a consisté à résister d'abord. Et la deuxième, c'est qu'il y a eu une faillite aussi de leadership de l'opposition. L'opposition qui était constituée par les 4 grands partis de la gauche démocratique qui ne se sont pas mis d'accord sur l'objectif qu'il fallait. En effet, lorsque ils sont sortis de la clandestinité, le grand débat était, est-ce qu'on milite pour la conférence nationale, pour rabattre les 4-0, pour mettre en place un nouvel État qui tienne compte effectivement de toutes les options, ou alors on continue dans le même système. Le président Laurent Gbagbo, en ce moment, il était le secrétaire général du FPI, il a refusé cette option-là, pour des raisons qui lui sont propres, que lui-même il expliquera un jour, mais ce qui est sûr, les 3 autres, Bamba Morifere, Vaudier et Zadi Zarou, étaient pour la conférence nationale. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas eu d'unité sur l'objectif, c'était fini. La gauche démocratique ne pouvait pas réussir à faire plier, comment on appelle ça, le parti unique. Alors, l'événement qui a changé au lendemain voilà, du multipartisme, l'événement qui a changé, c'était la naissance de la FECI. Lorsque nous avons créé la FECI, au départ, bon, les gens ont pensé que c'était une organisation qui allait vite mourir. Et puis bon, peut-être qu'on a été un peu mieux formés, on a été bien formés, on a quand même, certains d'entre nous comme moi, l'histoire de notre pays voilà, dans les reins. Et donc, 1 an et demi plus tard, c'était une force sociale qui comptait. Et le 15 mai, l'histoire est très, très, très claire là-dessus. Je devais faire une conférence de presse, 15 mai 91. À cette conférence de presse, officiellement, la FECI allait annoncer sa prise de position pour, comment on appelle ça, la conférence nationale. Ce qui allait radicalement changer les rapports de force. Puisque les 4 partis, quand ils sont nés, effectivement, celui qui a eu l'avantage du terrain, dû à son histoire, dû à voilà, toute la mobilisation qu'il a connue la décennie de 80, c'était le FPI. Mais à partir du moment où la FECI devenait une force sociale et politique qui prenait position pour la conférence nationale, ça donnait du coup l'avantage du terrain, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les étudiants qui sont à l'origine du pluralisme, et ça donnait donc l'avantage aux 3 autres partis. Alors, on s'est retrouvé donc face à des camarades qui ont été instrumentalisés par le parti au pouvoir pour nous empêcher de prendre la parole et annoncer officiellement. Voilà, le 15 mai 1991. Et c'est de là qu'est partie notre résistance, parce que nous avons estimé que nous avions droit à la parole et que personne ne devait nous empêcher. Et il y a eu la commission d'enquête, et la commission d'enquête a conclu qu'effectivement il y a eu des incidents graves et a recommandé qu'on prenne des sanctions contre l'armée
Ce que le président, en fait, a refusé. Et à partir de ce moment-là, nous, le 6 février, voilà, la FESI a fait une marche mémorable. On a fait plus de 20 000 étudiants et élèves dans les rues du plateau. Il n'y a même pas eu, ce jour-là, une seule petite bouteille qui a été cassée, le 6 février. Et c'est à partir de ce moment que l'État a eu peur. Parce qu'ils se sont rendus compte que cette organisation, elle avait la maîtrise voilà, de ses militants et c'était pas bon. Et donc, on a voulu refaire la marche le 13 pour demander justement qu'on applique les sanctions recommandées par la commission. L'État est sorti de ses griffes et nous empêchait de faire cette marche-là. Et donc, ça a été une bataille rangée dans tout Abidjan, voilà, parce que il ne fallait pas accepter cela. Voilà. Et donc, à l'intérieur, partout, tous les militants de la FESI sont sortis, ils ont manifesté. Et donc, moi, j'ai été kidnappé à 19h30 à la sortie d'une rencontre avec la direction du FPI, justement parce que nous, on ne comprenait pas leur position. On disait qu'il fallait que depuis longtemps, qu'on se mette d'accord sur un mot d'ordre qui nous permette de passer de l'État du parti unique à l'État pluripartite. Et il fallait que vraiment toute l'opposition politique au parti unique se réunisse pour avoir un mot d'ordre commun. Et donc, c'est à la sortie de cette rencontre-là que j'ai été kidnappé par l'UIJN au niveau du grand carrefour de Koumassi. Et puis, bon, le 13, c'était voilà, la débandade, c'était la catastrophe. Tous les étudiants se sont mis voilà, à manifester. L'opposition, le 14 février, s'est réunie. Là encore, il y a eu un manque voilà, de consensus, puisque les camarades de la gauche, tels que les Vaudier, les Désiré Tanoué, les Zadi Zaou, voulaient qu'on revienne encore à la question de la conférence nationale. Et Laurent Gbagbo, lui, l'a dit, il n'est pas question de conférence nationale. On reste sur le mot d'ordre de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui nous permettrait de mettre en place le dispositif pour aller à la démocratie. Donc, à partir du moment où ils se sont mis d'accord, lui, il a décrété qu'il irait le 18 faire sa marche. Il a été rejoint et il a été maté ce jour-là. Il y a eu un problème de consensus entre les toujours. Au niveau de l'opposition. Le problème du consensus est là depuis le début. Voilà. Alors, quand vous le constatez. Oui, tout à fait. Alors, M. Ange, le PDC est accusé d'avoir voulu empêcher ces manifestations, d'avoir attenté à la démocratie. Pourquoi? Votre parti. Le PDC est au pouvoir. Vous savez, quand on est au pouvoir, on empêche toujours tout. Hein. La preuve, on vit ça. Pourquoi empêcher des gens de s'exprimer? Bon, vous savez... La liberté d'expression. La mutation des mentalités ne se fait pas du jour au lendemain. Quelqu'un qui a eu l'habitude de vivre dans l'opulence, qui tout d'un coup doit traverser le désert, il n'aura pas la même attitude que celui qui a l'habitude de traverser le désert. Même celui qui a l'habitude de traverser le désert et qui doit rentrer dans l'opulence n'aura pas les mêmes réflexes. Donc, toute mentalité qui doit changer prend du temps. C'est ce que nous voyons. La démocratie ivoirienne, aujourd'hui, a des problèmes. Il y a des gens qui sont restés avec la mentalité du parti unique. Ils ont des réflexes des partis uniques. Même lorsqu'il y a 2 mandats, ils veulent aller au 3e mandat parce qu'ils ne sont pas à l'aise dans les compétitions démocratiques. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, à cette époque, nous étions jeunes étudiants, et puis, bon, de ce quoi, étudiants au département d'histoire. Notre regard ne peut pas être le regard de celui qui est en médecine ou en sciences. Nous avons un regard d'abord un regard prospectif et un regard perspectif. Mais dans le regard prospectif, celui qui est dans le parti unique et qui a passé toute sa vie, je ne voudrais pas citer des noms ici, mais qui est autour du président Fouboyi, n'ont pas accepté que le président Fouboyi même décrète par le Conseil des ministres du 3 mai 90, le multipartisme, même dans le bureau politique, ils étaient pratiquement 80 dans le bureau politique, ils l'ont fait au plateau. Et on a une permanence là-bas où ils ont fait le 30 avril 90, mais il y en a qui n'étaient pas d'accord. Le président Fouboyi a dit non. C'est le changement, et ce jour, il leur a dit, vous voyez De Gaulle s'est battu pour la France, la paix du 18 juin 1940. En 1928 ans plus tard, en 1968, il y a une génération qui ne le connaît pas. Même si les parents le déifient, les enfants s'en foutent de De Gaulle. Ça, Fouboyi l'a dit, non. Laissons les 1000 fleurs fleuries, vous voyez. Et c'est ce qui a provoqué. Mais il y a toujours des gens qui sont réfractaires au progrès, qui sont réfractaires à l'évolution, qui sont réfractaires à tout ce qui sort du cadre de l'évolution, du cadre de statu quo plutôt. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Je ne peux pas accuser mon parti, mais je vous explique un peu les diverses mentalités qu'il y a. Non, bon, moi je veux aider un peu Ange
je ne crois pas que ce soit un problème lié au PDCI en tant que tel. Parce que d'un point de vue rétrospectif, voilà, on sait que le pays a connu 3 gouvernements, 3 types de régimes. Et ces types de régimes ont eu les mêmes comportements quand il s'agissait de l'exercice ou de l'expression des libertés politiques. À partir de ce moment-là, il faut plutôt sortir de l'analyse, si vous voulez, ponctuelle, personnelle, pour se rendre compte qu'en réalité, c'est le maintien du système du parti unique qui explique le fait que dans ces 3 régimes, aucun n'accepte en réalité qu'il y ait la démocratie. Et là, la question est de savoir, mais pourquoi? Pour la raison simple que la Côte d'Ivoire repose d'abord sur la gestion de la rente du café cacao. Et le président de la République et la clique qui est avec lui est celle qui gère cette manne-là. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un processus historique qui a commencé depuis 1920. Au lieu de trouver les solutions qui nous permettraient de sortir de l'économie des plantations pour réorienter le pays dans une autre direction, voilà, cette classe politique a cherché à se maintenir, quitte à ce que, voilà, en position de direction, elles puissent partager un peu le repas les uns et les autres. Donc finalement, moi je ne pense pas que ce soit forcément lié au PDCI. Je n'ai jamais dit que c'était lié au PDCI, voilà, je parlais de l'homme en général. Voilà. Je parlais de l'homme en général. C'est une classe politique. Les hommes sont réfractaires au changement. Moi je disais que c'est une classe politique qui est liée à la 2e génération, qui elle a été blanchie, nourrie par l'État et elle considère que l'État lui appartient. Voilà. D'accord, c'est compris, docteur Hippo. Monsieur Ange, c'est également compris de votre part. Nous allons partir pour suivre ce premier témoignage de Anne Niaouré Tatré. Elle est secrétaire nationale de l'OFPI, Organisation des femmes du Front populaire ivoirien. On se retrouve tout à l'heure. Sous les nuits lointaines de 29 ans, oui, je peux dire que le 18 février 1992, j'étais témoin parce que j'étais dans la marche. Peut-être que vous n'allez pas le croire, mais j'étais ce jour-là dans la marche. Elle est partie d'Agamé, devant la mairie d'Agamé. Et bon, ce jour-là, c'était les retrouvailles, la joie, l'ambiance. Il y avait vraiment une ambiance. On était loin de nous d'imaginer que quelque chose nous attendait devant. J'étais donc dans la marche parce que moi, je travaillais à la cité administrative. Donc, je suis venu de chez moi, j'ai déposé mon sac au bureau et puis bon, à pied, j'ai rejoint les camarades. C'est devant moi que la marche a commencé, sans bagarre, avec la comédie, la joie, il y avait la musique. Vraiment, c'était l'ambiance. Et avec nos principaux responsables devant. Mais il faut dire que ce jour-là aussi, il y avait au palais du tribunal d'Abidjan, qui n'est pas loin de là. C'est ce jour-là qu'on jugeait les événements de la FESI à Hippo Martial. Était jugé à la suite de ce qui s'est passé à la cité universitaire de Yopougon. Donc il y avait ce jugement-là. La veille, le tracé de notre marche avait été arrêté avec les responsables du ministère de l'Intérieur chargés de la sécurité. Et donc on suivait tout bonnement l'itinéraire qui nous avait été indiqué jusqu'au niveau de l'immeuble Sojefia. On ne sait pas ce qui s'est passé brusquement. On a entendu des bombes lacrymogènes. C'était vraiment la débandade. À un moment donné, on a vu le feu, vraiment de la flamme, de la fumée partout. Mais c'était le sauve qui peut. Chacun n'a pas vraiment cherché qu'est-ce qui se passait. Mais tout le monde a pris ses jambes à son cou. Moi-même, j'ai dû chercher à me mettre à l'abri. Et c'est le soir que nous avons appris qu'on a arrêté, à l'époque, le secrétaire général, c'est-à-dire le président Gbagbo aujourd'hui, toute la direction du Front populaire avait été arrêtée.
quand vous me demandez les souvenirs que j'ai, les souvenirs, on est passé d'une ambiance bon enfant à une situation malheureuse avec, à l'époque, sous le président Houphouët-Boigny, comme Premier ministre, le président actuel de la Côte d'Ivoire. Donc, quand 29 ans plus tard, on retrouve le même Gbagbo Laurent qui avait été emprisonné, on le retrouve en prison encore, mais loin de la Côte d'Ivoire cette fois-ci, je dis que je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise, mais je suis désolé, je le regrette. J'aurais voulu que 29 ans plus tard, ces deux personnages-là de notre pays soient ensemble, qui rigolent, qui racontent ce passé-là, et que ça devienne une histoire qu'on raconte à nos enfants. Mais 29 ans après, on dirait que c'est vraiment, c'est triste. C'est triste. Parce que Gbagbo a été déporté, il a été libéré. Ce n'est pas sa première prison, mais Dieu a voulu qu'il en sorte. Il a été libéré. La première des choses, c'était de le faire venir tomber dans les bras pour que les Ivoiriens se réconcilient. Monsieur Dagaré, vous venez d'écouter ce témoignage de Anne Niaouré Tatré, qui est la secrétaire nationale de l'OFPI. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est un témoignage pathétique qui me rappelle que nous sommes dans un monde où rien n'a changé, où le plus fort fait ce qu'il veut des plus faibles, et que la démocratie reste toujours en danger. Est-ce que je peux... Docteur Hippo. C'est tout un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire que la camarade Anya Roy vient de nous rappeler. Ce jour-là, moi j'avais d'ailleurs été surpris. Voilà. J'avais été surpris parce que la veille, nos avocats étaient venus nous dire que bon, dans les jours qui viennent, on allait nous programmer. Et puis un coup, on nous dit non, que c'est demain, que finalement, on va être traduit devant le tribunal. Alors, on ne comprenait pas que ce soit le jour de la marche des démocrates qui réclamaient justement notre libération, qu'on nous programme. Et donc, forcément, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. En fait, c'était un complot cousu de fil blanc qui avait pour objectif justement de créer une diversion et puis justifier ce qui allait se passer. Ça n'a pas manqué puisque les éléments infiltrés dans la marche ont poussé d'autres étudiants à venir vers le palais. Voilà, le palais pour demander que je sois libéré. Moi, j'étais dans, vous voyez, les trous de la prison et j'ai vu un groupe de camarades venus libérer à Hippo. Je leur ai dit, mais vous venez faire quoi ici? La marche n'est pas ici, la marche n'est pas ici. Continuez. Au moment où j'étais en train de leur parler, j'ai entendu des bruits dans le tribunal. Et c'est comme si on attaquait le tribunal. Donc, les gens ont dit, non, on va libérer Hippo. J'ai dit, moi, me libérer comment? Vous allez me libérer comment? Bon, donc, finalement, je pense que les démocrates, ce jour-là, ont été piégés. Voilà, ils ont été piégés, et très, très, très bien piégés. Et puis, bon, voilà, ce qui devait arriver le soir, j'ai vu le président, non, le secrétaire général à cette époque-là, Laurent et Denis Segui, tous les grands démocrates de ce pays-là, dans Air Maka. Les démocrates ont été piégés par qui? Ils ont été piégés par le régime du PDCI. Il fallait forcément marquer un coup d'arrêt au pluralisme politique, comme je vous l'ai dit. Et donc, ils ont utilisé mon arrestation comme appât. Et la méthode est simple, c'est-à-dire créer une situation qui justifierait éventuellement la répression. Mais vous savez, l'histoire est têtue, puisque après 92, on a eu encore des événements jusqu'aujourd'hui, et puis on n'est même pas certain que ça va finir. Et c'est ce qu'Anne dit. Anne dit qu'elle aurait souhaité que pratiquement 30 ans après, que ce soit de l'histoire ancienne, mais malheureusement, ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est de l'histoire que nous vivons. Et cette tragédie-là, la problématique est de savoir c'est quand elle prend fin. C'est l'histoire que nous vivons toujours, M. Dagaré. Pourquoi? Parce que les acteurs n'ont pas voulu tirer les leçons. Vous savez, il y a une situation qui n'arrangeait personne à cette époque, même le régime au pouvoir. Puisque le régime au pouvoir n'a été lui-même victime, croyant faire du tort aux autres en attendant la démocratie, ça se retourne contre le régime.
qui était à cette époque président de l'Assemblée nationale, c'était Harry Konambédié, qui était Premier ministre, c'était Alassane Ouattara, qui était chef de l'opposition, c'était Laurent Gbagbo. Notre démocratie était bien partie. Hein. Notre démocratie était bien. C'est vrai que le PDCI avait la part du lion au niveau de l'Assemblée nationale, un groupe parlementaire pléthorique. Le FPI avait ses 8 députés ou 9 députés. Ils avaient un groupe parlementaire. Donc c'était une démocratie qui était en train de naître. Et tout d'un coup, un matin, tous les leaders... J'ai aimé une réaction au PDCI. Bon, nous étions étudiants. C'est la réaction de Denis Kobena. Denis Kobena qui est de la gauche, dont j'étais proche parce qu'il était premier adjoint au maire de Cocody, conseiller municipal et puis inspecteur de l'éducation nationale à la retraite, ancien professeur d'Issoajo, que je connaissais très bien, on était au conseil ensemble, j'étais son petit. Et le 19 février, on s'est retrouvés dans la salle du conseil et qui me disait comme ça, mais qu'est-ce que tu en penses, le USA de la République? J'ai dit, bon, moi, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient de se mettre sur le banc des accusés. Voilà, parce que notre démocratie ne souffrait de rien. Les gens marchaient. Eux, ils venaient de marcher. Les étudiants avaient marché, il y avait près de 20 000 personnes. Il n'y a pas eu de casse. Et puis le 18, c'est-à-dire 5 jours après vous ou une semaine après, il y a des casses. Bon, nous autres, on s'interrogeait. On a vu à 20 ans à la télévision. Tout ça, là, il fallait montrer que l'opposition qui venait de naître était porteur de germes de violence. Il fallait donner une marque à Laurent Gbagbo parce que on a toujours dit que je suis bêté de quelqu'un comme lui, même si mon nom ne le dit pas, que le BT est violent, le BT est impalable, etc. Il fallait mettre sur cette marque-là. C'est comme ça que nous autres, nous l'avons vu. Mais la réaction de Denis m'a plu. Le lendemain, le 20, il a été reçu à la primature, où il a été rencontré parce qu'il était secrétaire national du PDCIDH chargé des relations avec les partis politiques et des relations extérieures aussi. Donc, il allait pour comprendre. Et après ça, dans le journal de M. Diego Bailly, à l'époque, Le Temps, il a donné son point de vue, que ce n'était pas bon, c'était un attentat à la démocratie, il ne fallait pas arrêter les leaders politiques, et que la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin de ça pour ce que la Côte d'Ivoire était. Et 29 ans après, j'ai toujours le cœur meurtri, je considère que si on s'était tous mis d'accord pour dire, bon, ce qui s'est passé là, le PDC au pouvoir, menons les enquêtes pour savoir d'où ça vient. Bon, on a fermé les yeux dessus. Dans nos villages aujourd'hui, dans les villages BT, on dit, tant que la panthère viendra, ou le lion viendra, pour avaler l'orphelin, ça ne dira rien. Mais le jour où prend l'enfant du chef, tout le village se mobilise pour aller à la recherche de la panthère. Le 18 février a été le commencement de toutes les bêtises que nous connaissons aujourd'hui, de toutes les bêtises humaines, politiques. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui est parti du 18 février 1992. Pas parce qu'on est PDCI qu'il faut fermer les yeux sur la démocratie. La démocratie pouvait sauver le PDCI, comme la démocratie amène aussi des dictateurs. Je suis historien, il est historien. Hitler est l'émanation de la démocratie. Hein. Hitler n'est pas... C'est vrai qu'il a tenté des coups d'État, ça n'a pas marché, il a compris qu'il fallait qu'il passe par la démocratie pour aller au Parlement allemand. Et de là, il a tué les autres partis politiques. C'est ce qui a failli se passer ici aussi. C'est ce qui se passe aussi au Bénin aujourd'hui. D'abord, voilà. Donc la démocratie peut aussi créer des monstres. Mais je dis, quand on est des démocrates, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est comme l'histoire de vous les journalistes. Vous êtes des journalistes. Votre solidarité dans votre métier doit vous amener à vous faire respecter. Quand on dit que c'est un quatrième pouvoir. Mais quand un journaliste est touché, et que, parce qu'il n'est pas du pouvoir qu'il est de l'opposition, que les autres sont contents, et qu'ils ne sont même pas capables de mettre un trait noir à la une de leurs journaux, pour rappeler que ce qu'il est en train de faire à un journaliste n'est pas bien. C'est la même chose en démocratie. Un leader qui est victime du pouvoir doit interpeller tous les autres leaders. De telle sorte que le leader qui doit se dire, ce n'est pas bon pour nous. 29 ans après, nous sommes encore dedans. Parce que hier, on croyait que c'était à notre avantage, et en réalité, cela nous a tous emportés. Je vais donner mon témoignage dans notre voyage retour. Ce que Ange dit est extrêmement important. On vous écoute. Vous savez, Air Maca, c'est ce camion dans lequel on met tous ceux qui sont en direction de la prison. Et donc, le 18 vers 21h, 22h, on était tous dans le camion. Et en face de moi, il y avait Laurent, voilà, le président Laurent. Et j'ai vu son regard. Je savais que ce n'était pas bon. Et son regard disait quoi? Son regard était profond. Ça disait quoi? C'est-à-dire qu'il s'interrogeait si c'est lui qui avait eu tort d'avoir cru en la démocratie. Ah ouais. Et s'il fallait qu'il en tire les leçons et qu'il fasse autre chose, qu'il opte pour une autre stratégie. Parce que ça a été un gros débat au sein de la gauche démocratique, parce qu'il y en a qui ne croient pas du tout à la transition, à la démocratie sans violence.
Et lui, il a prêché la transition à la démocratie sans violence. Et il venait d'être la victime de l'État postcolonial, néocolonial. Vous voyez? Et donc, à partir de ce moment-là, toute sa stratégie a changé. Et c'est ce qui explique après le Front républicain qui lui permet de casser le PDCI. Voilà. Et puis après, bon, quand les développements se font, voilà, et on arrive au coup d'État pour que le PDCI voilà, retourne, boive son propre, comment on pourrait le dire, son propre vin. Et puis après, il y a la guerre civile et tout ça. Donc, pour vous dire que le 18 février a été un attentat dans l'âme, voilà, de tous ceux qui étaient pour la démocratie et qui se sont rendus compte que les limites pouvaient être atteintes et pu être dépassées. Malheureusement, comme Ange le dit, on n'a pas tiré les leçons et jusqu'aujourd'hui, on est encore dans cette histoire-là. Finalement, il faut se poser la question de savoir est-ce que c'est lié aux hommes, c'est-à-dire à nos aînés qui nous dirigent, ou bien c'est tout simplement le fait que, bon, parce que quand tu es au pouvoir, tu estimes que tu peux faire ce que tu veux. Bon, je ne sais pas, mais à mon avis, le 18 février a été une très, 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 très mauvaise expérience dans l'histoire de la démocratie et ça pèse encore sur nous. D'accord, on va partir pour le second témoignage, c'est celui de M. Claude Dassé, il est journaliste, on l'écoute et après on se reparle. Cette affaire, je pense que les événements n'ont pas tiré des leçons parce qu'il y a eu plusieurs 18 février. Quand il dit plusieurs 18 février, il y a eu plusieurs incidents après ça. Moi, je pense que ce pan de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire devrait servir de leçon et ça devrait faire en sorte que les Ivoiriens, les uns et les autres, ne se voient pas en chien de faïence, mais plutôt en frères, en amis. Mais malheureusement, les Ivoiriens n'ont pas tiré de leçon parce qu'après, il y a eu plusieurs autres incidents plus graves. Il y a eu le pays qui a été coupé en deux, il y a eu la rébellion, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des morts par-ci, par-ça, par-ci, par-là, tout ça. Donc je pense que malheureusement, on n'a pas tiré les leçons de ces événements qui étaient très tristes. C'est parce que ce sont les mêmes acteurs qui se retrouvent. Les mêmes acteurs, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les mêmes acteurs qui se retrouvent. Parce qu'à l'époque, il y avait Alassane Ouattara qui était Premier ministre et qui aujourd'hui qui est président de la République, il y a Laurent Gbagbo qui était chef de file de l'opposition, et aujourd'hui qui est un acteur principal, l'un des principaux acteurs de la classe politique ivoirienne. Il y avait Henri Konan Bédier. Et je vais même aller plus loin parce qu'il y a eu aussi des jeunes acteurs, c'est-à-dire le secrétaire général d'AFESI de l'époque, Aïpo Martial, qui est acteur politique, même s'il n'est pas au premier plan, mais il est quand même acteur politique. Mais lui, mis d'écouter, je pense qu'il n'y a pas eu de rajeunissement de la classe politique ivoirienne. Et là, c'est bien dommage. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Nous écoutions à présent M. Claude Dassé, il est journaliste, il a donné son témoignage sur les événements du 18 février 1992. Alors, docteur Hippo, vous venez d'écouter M. Claude Dassé, il a dit à la fin de son témoignage que malheureusement, 29 ans après, on se retrouve avec les mêmes personnes, les mêmes leaders. Oui, mais bon, parce que, comme on vous le disait tout à l'heure, la classe politique qui nous dirige, elle date de la deuxième génération de notre pays, puisque si on veut faire l'histoire, on sait que la Côte d'Ivoire a été créée en 1893, donc jusqu'en 1920, c'est la première génération. C'est elle qui s'est battue pour l'indépendance, et puis après la deuxième génération, elle part de 1921 à 1950. Et c'est dans cette composante-là que nous retrouvons ceux qui ont aidé soit les pères fondateurs, soit qui les ont combattus en tant qu'étudiants. Et ce sont ces gens-là qui dirigent aujourd'hui le pays. Vous voyez, la caractéristique commune de cette classe politique ancienne, voilà, est que ce sont des Ivoiriens qui ont été nourris et blanchis par l'État, qui n'ont jamais eu à faire des CV, qui n'ont jamais eu faim, qui ont eu, dès qu'ils sortaient de l'université, voilà, des postes de directeurs généraux, des postes d'ambassadeurs. Voilà, donc c'est une génération qui, à mon avis, d'un point de vue de la longue durée, est une génération gâtée et qui estime par conséquent que l'État est leur propriété et qu'en réalité, c'est eux et eux seuls qui doivent voilà, gérer les rentes de la République. Et comme je vous le disais, nous sommes aujourd'hui à la fin de l'économie des plantations. Cette économie des plantations a détruit le couvert végétal. On est aujourd'hui à moins de 2 millions
d'hectares, alors qu'on était à pratiquement 16 millions en 1960. On est dans une dynamique, je vais dire, météorologique extrêmement dangereuse, puisque si nous descendons en dessous de 1500 mm d'eau par an, on tue carrément la forêt en Côte d'Ivoire. Et donc, on n'aura plus d'économie, on n'aura plus de café, cacao, de beurre de karité, etc., etc. On va se retrouver dans une dynamique extrêmement dangereuse. Alors, de deux choses l'une. Soit cette classe politique estime, avec ce qui s'est passé dernièrement, que c'est la fin, voilà, de leur règne et qu'elle s'apprête à passer le témoin à la troisième génération que nous sommes. Soit alors la troisième génération elle est obligée de prendre ses responsabilités et faire en sorte que le pays ne descende pas voilà, dans ce qu'on est en train de voir comme catastrophe. Et je crois que c'est vers là que nous passons. Mais je crois qu'à un moment donné, je l'espère en tout cas, le président Ouattara et le président Bédié, le président Gbagbo se rendront compte qu'ils n'ont pas le choix que de faire en sorte que nous nous retrouvions et que nous repensions notre économie et à partir de notre économie, notre société, pour qu'on se retrouve dans une autre dynamique. Sinon, ce sera la catastrophe. Et au moment où ils seront partis, c'est nous qui allons rendre compte. Je crois que c'est à nous de prendre nos responsabilités aussi dans ces conditions. D'accord. Monsieur Dagaré, Dr Hippo disait, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Est-ce que vous êtes pour ce fait-là que l'ancienne génération quitte pour la nouvelle génération dont vous faites partie? Je vais prendre son contre-pied. Ça ne se décrète pas. Pourquoi? Merci. Ça ne se décrète pas. Quand vous regardez l'histoire du monde, vous verrez que, bon, je prends l'exemple de la France, dont nous sommes très proches. Le peuple a décidé de mettre fin à la carrière de Sarkozy. C'est le peuple. Il n'a pas eu un deuxième mandat. C'est ça. Hollande a eu peur du peuple, il ne s'est pas représenté. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est au peuple de décider. Malheureusement, nous sommes dans un pays où les mentalités n'évoluent pas avec dans nos sociétés. Je veux juste te rappeler, cher ami, que la France est la France. Et en France, on a coupé la tête des rois. Bon, maintenant, si vous voulez qu'on... Non. En tant que fautif, si vous voulez qu'on arrive à l'extrême, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je suis en train de vous rappeler... Je suis en train de dire que le peuple... Je suis en train de juste vous rappeler qu'en tant que fautif, ce serait extrêmement dangereux. C'est pour ça que je dis... C'est pour ça que je dis, les changements générationnels ne se décrètent pas. Oui. Mais la forme... Non, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas dans le sens que... Je suis, par exemple, je prends mon cas. On dit l'insertion des personnes souffrant d'un handicap. Et que, bon, on est 3 sur le plateau, il faut forcément qu'il y ait une personne handicapée. Une personne qui souffre d'un handicap. Mais s'il n'a pas les capacités, si lui-même il ne cherche pas à s'intégrer, parce que c'est d'abord ça. C'est comme l'histoire des 30% des femmes aux élections. Deux fois, je suis le plus joli, je dis, mais oui, le genre, d'accord. Mais si des gens n'ont pas la capacité, c'est-à-dire n'ont pas la volonté, l'envie de faire, est-ce qu'on va les obliger à faire? Est-ce que vous pensez que les gens n'ont pas... Donc, les changements de génération ne se décréteront pas. C'est à nous qui revient. Je prends aussi un exemple. En 90, nous étions des jeunes gens. On vient d'arriver à l'université. Moi, je venais d'arriver à l'université en 90. M. Melek Théodore, 38 ans, a décidé d'être candidat à Cocody. Il est devenu maire de Cocody. Pourtant, il y avait un dinosaure qui était là, qui était une chaîne en soi. Donc, c'est à nous de dire qu'on peut. Et on se marie au peuple. Comment on le dit? On le dit par des actions. Et pourquoi il était populaire? Pourquoi il était populaire à l'université? Parce qu'il défendait les étudiants. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous préférons, bon, en prenant moi-même mon exemple, nous préférons encenser les leaders politiques. Nous préférons être dans les pas des leaders politiques. Mais on peut se démarquer. Ce n'est pas peut-être un bel exemple que je cite, mais Macron. Macron, on me dira que c'est un système qu'il a mis là, oui. Mais il aurait fallu qu'il accepte. Et il a accepté d'aller. Et puis ça marchait. Donc c'est à nous, à un moment donné, au lieu de se taper dessus, Martial est candidat à l'Akota. Si je peux aller l'aider, je vais l'aider. Et puis Martial réussit. Guégène est candidat à Diabo. Moi je suis candidat peut-être à la Papekou, à Gagnon ou à Cocody. Bon, on s'entraide et puis on arrive à bousculer les choses. C'est ce que nous on a fait en 90. Mais après cela, qu'est-ce qui s'est passé? On a préféré laisser dans nos partis politiques les leaders continuer. Les leaders continuer. Or, le leader qui sait qu'il a une jeunesse, qui réclame une popularité ou qui revendique une popularité, aura peur de cette jeunesse-là. Donc je dis, chaque fois qu'on me dit oui, il faut les faire la passe, je dis non,
Ça ne se décrète pas. La politique, c'est comme la chanson. Les Charles Aznavour ont chanté jusqu'à 90 ans. Tant que tu as de l'énergie, mais c'est le peuple qui met frein. Quand tes disques ne marchent plus, quand ta cote de popularité ne passe plus auprès du peuple, ben, tu vas te retirer de toi-même. François Fillon, les dernières élections françaises, il avait le vent poupe. Mais lorsqu'on a sorti un dossier sur lui, le peuple l'a bloqué. Aujourd'hui, il est où? Il a pris sa retraite. Des messieurs comme les Georges Marchais à l'époque en France, c'était des grands leaders, mais ils n'ont jamais percé, compte tenu du fait que les idées qu'ils développaient ne posaient pas. Mais nous, jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Nous préférons être dans les pas des aînés, faire leur politique. Ils nous envoient, nous sommes les ramasseurs de tables, de chaises, de bancs, nous mettons les bâches, et puis on s'y plaît. Quand ils payent notre transport 10 000, 5 000, on est content. Non. Nous devons, dans nos partis politiques, développer à l'intérieur. Je l'ai dit une fois à Mobet El-Guédi. C'est vrai que je ne suis pas allé au RD avec lui. Mais lorsque nous avons créé le courant, j'étais l'un des rares étudiants parmi eux. Je leur dis, le débat n'est pas de sortir du PDC-IRDA. Le débat, c'est d'être à l'intérieur, d'avoir des élus, des conseillers municipaux, des sénateurs, des députés, et faire en sorte que la voix de votre courant porte, pour que vous imposez. Je ne sais pas si vous arrivez à monsieur. Les François Mitterrand ont eu des débats avec les Michel Rocard. Si on vous parle de 79, le Parti Socialiste. Mais c'est des adversaires. Mais les idées de François Mitterrand ont primé sur celles de Rocard. Donc ces exemples-là doivent nous servir. Alors chaque fois que moi j'entends, il faut un changement générationnel, mais ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. C'est à nous de chercher à prendre d'abord des postes locaux. Et on peut le faire. C'est à nous. Moi, j'étais conseiller municipal très tôt, en 90. J'étais l'un des rares ou le seul étudiant en 90. Mais c'est parce que j'ai voulu. Je n'ai pas tenu compte de mes deux béquilles, je n'ai pas tenu compte de quoi que ce soit. Quand même la police, je dis, on s'en va. On avait le grand Huchel contre nous. On avait le grand Huchel contre nous, qui était le petit et le fils du fauboyer Huchel. Mais nous avons réussi. Donc aujourd'hui, ne nous mettons pas dans la peau de ceux qui doivent attendre que les anciens. Développons nos idées, battons-nous à l'intérieur des partis politiques que de les côtoyer. On vous a compris, justement. Merci bien. On va venir vers Dr Hippo. Dr Hippo, tout à l'heure, on vous a vu en train de protester les dits de... Non, bon, parce que je n'ai pas contesté ces dires. Je suis entièrement d'accord avec Ange. Mais c'était quoi ce signe de désaccord? Non, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la confusion dans la tête des téléspectateurs après. Parce que quand ils citent la France est une histoire extrêmement violente. Voilà, et donc je l'ai interpellé en tant qu'historien pour ne pas que ce soit dans ce sens-là. Mais sinon, ce qu'il dit est très clair. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons ici à comprendre que dans n'importe quelle situation, ce n'est pas un décret qui fait le changement. Voilà, c'est l'action de terrain, c'est l'offre politique que nous mettons en face. Et ce n'est pas aussi lié à l'âge. C'est les idées, c'est la vision. Alors, ce que nous disons aujourd'hui, parce que nous tirons les leçons de ce qui s'est passé l'année dernière, la crise que nous avons connue dans notre pays. Pour moi, en tout cas, Marcel Aïpo, j'estime que désormais, je n'ai plus de compte, de contrat moral avec les anciens. J'estime que dans 30 ans, ils ne seront plus là. J'estime par conséquent que là où nous sommes en train de parler, si effectivement en 90, je pouvais me battre pour qu'on ait la liberté de la parole, c'était pour qu'eux, ils expriment leur parole et qu'ils nous apprennent la démocratie. Ils ont échoué à nous envoyer la démocratie. Alors, nous qui sommes les enfants, ou nous qui sommes les soldats de cette démocratie-là, constatant donc l'échec de la démocratisation effective de nos pays, nous avons que la seule chose à faire, c'est de prendre nos responsabilités et faire en sorte que d'un côté, on arrive à la démocratie et de l'autre, qu'on mette en place, en repensant l'économie, en repensant notre société, on mette en place une dynamique qui soit différente de celle que nous avons vécue ces 30 dernières années. C'est pour ça que lorsque nous avons reçu l'appel du pied du ministre chargé de la réconciliation, nous avons dit oui, parce que nous estimons que la réconciliation n'est pas un arrangement entre des individus ou entre les générations. Ce n'est pas Ouattara qui a dit « Allez, Martial, viens, tu vas être président ». Non. Parce qu'aujourd'hui, je suis content. Non. La réconciliation est une exigence structurelle parce qu'il nous faut nous mettre d'accord sur un nouveau consensus. Le vrai danger qui nous guette, c'est l'effondrement économique de nos pays dans les 10 prochaines années si on ne fait rien. Alors, moi, je ne veux pas attendre qu'en 2040,
mon fils et mes petits-enfants me disent, mais papa, tu étais où quand il fallait faire ça? Moi, je suis quelqu'un, quand j'estime que le combat qu'il faut mener, c'est cette mission qu'il faut faire, je le fais. Et donc, aujourd'hui, pour moi, les anciens, pour moi, c'est de passer le 31 octobre à clore le débat. Je l'ai dit à un de vos confrères en octobre 2020. Et aujourd'hui, ça amorce, en tout cas, la prise de pouvoir de notre génération. Mais avec une vision qui est radicalement différente de celle que nous avons vécue les 30 dernières années. D'accord, c'est compris, docteur Hippo, on a compris vos différentes positions. On va partir au niveau de la régie pour écouter cette fois Laurent Gbagbo, qui était à l'époque le secrétaire général du Front populaire ivoirien. 18 février, très tôt le matin, on vient me rendre compte du dispositif militaire et policier qui a été pris dans le plateau. Je ne sais pas exactement ce que mes adversaires avaient décidé, mais c'est un dispositif de mort. Un certain nombre d'officiers proches du chef d'état-major étaient vers l'hôtel Novotel. D'autres étaient à la permanence du PDCI avec des dirigeants de ce parti. Des militaires étaient au-dessus de certaines tours pour une manifestation, pour une marche. Des loupards étaient réquisitionnés et qui étaient prêts à faire un sale boulot pour que la faute retombe sur nous. Vers 5h, 6h du matin, nous avons été informés de tout ça. Bon, il fallait y aller néanmoins. Il fallait que ce qui devait s'accomplir s'accomplisse. À 8h, quelqu'un est venu me proposer d'aller dans le bureau de ma sœur, à l'Indénié. J'ai refusé. J'ai décidé d'aller directement là où les marcheurs attendaient. Nous sommes de retour dans ce studio. Nous sommes là pour parler des événements du 18 février 1992. On vient à l'instant d'écouter Laurent Gbagbo, qui était à l'époque secrétaire général du Front populaire ivoirien. Alors, M. Dagaré, hors antenne, on vous avez bougé. Ouais, je pense que vous avez quelque chose à dire concernant ce témoignage. Oui, mais quand je l'écoute, je suis malheureux. Pourquoi vous êtes Je suis malheureux en ce sens que on doit, et l'historien, chaque étape de la vie d'un pays, on tire des leçons. Chaque fois, vous voyez comment les Blancs évoluent. Les lois sont prises en fonction des événements qui s'imposent au pays. Il était dans l'opposition le 18 février 1992. 10 ans plus tard, il est au pouvoir. C'est-à-dire, en 2002, il est au pouvoir, lorsque la rébellion arrive. C'est ça. Mais on me dira que c'était trop tôt. Non. Quand on prend le pouvoir, il y a des paramètres. On a un tableau de bord qu'on regarde, et puis on se dit, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le pays que je suis en train de prendre? Qu'est-ce que, quand j'étais dans l'opposition, qu'est-ce qui m'a fait le plus mal? Et tout à soit, il a parlé de la réconciliation, il a fait la réconciliation en 2001, je crois. En 2001, non? Oui, il a fait la réconciliation en 2001. Ok. Mais il y a un point noir qui a marqué la démocratie dans ce pays, d'où tout est parti, tout ce que nous vivons aujourd'hui là, est parti du 18 février 1992, où certains acteurs étaient enchantés de voir ça, d'autres étaient malheureux de voir ça. Et celui qui en a été la victime, tout à l'heure, celui qui en a été la victime et qui en parle, devrait se dire, ce n'est pas bon, puisqu'il a fait la prison pendant 6 mois pour ça. Quand on sort, on en tire les leçons. Pourquoi Jerry Rawlings a réussi au Ghana? Il fait un coup d'État en 1979, qu'il donne aux civils, on l'arrête, on le met en prison, il sort de la prison, il a compris qu'il avait à faire un système qu'il ne voulait pas changer. Il s'est donné les moyens d'amener son pays à la démocratie. C'est un dieu au Ghana. J'ai fait des séjours au Ghana, mais c'était un dieu au Ghana, personnellement. Donc,
Tout ce que nous faisons doit nous permettre de tirer des leçons. Et surtout quand on a la gestion de l'État. Parce que quand on a la gestion de l'État, on a la défense de l'État. On a préparé les générations futures à être dans un État pour que l'histoire retienne que le chef d'État qui était là, celui qui a permis que notre pays. Pourquoi aujourd'hui les Européens, l'Europe qui est le berceau de toutes les guerres mauvaises que le monde entier a connues, ne fait plus de guerre? Parce que les Européens ont pris conscience que les extrémistes, il ne faut pas leur permettre d'arriver au pouvoir. En Autriche, on a vu le groupe extrémiste d'Autriche qui devait venir au pouvoir. Les Européens se sont mis ensemble et ont tout fait pour noyer. Parce qu'on ne veut plus avoir d'Hitler. Mais pourquoi chez nous ici, nos intellectuels, parce que la Côte d'Ivoire, la démocratie ivoirienne était bien partie. Quand je regarde Francis Vaudier, par son âme Zadi Zaourou, Bamba Moriféré, qui sont des universitaires. Oufoué n'est pas l'intellectuel au sens universitaire du terme moderne. Mais eux, ils étaient là. Donc ensemble, ils s'asseyent et puis ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé le 18 février 92? Pourquoi sommes-nous là? Mais tout ce que nous vivons aujourd'hui, est le coloraire du 18 février 92. Voilà. On comprend que pour vous, Laurent Gbagbo n'a pas tiré la leçon. Non, il n'a pas tiré la leçon. Non, c'est pas Laurent seul. C'est pas Laurent seul. Qui d'autre? Celui qui vient de parler. Hein. Non, oui, c'est lui qui vient de parler. Mais ce que je suis en train de dire, vous voyez, ce qui est la vérité, c'est que l'histoire tourne. Aujourd'hui, tu peux être au pouvoir et puis demain matin, tu te retrouves dans l'opposition. Et donc, c'est en fonction, je vais interpréter ça, comme tu es en train de le dire, Ange, je vais interpréter ça de cette manière-là. C'est-à-dire que ce n'est pas quand tu es au pouvoir que tu jouis du pouvoir, mais c'est quand tu es au pouvoir que tu dois préparer les conditions pour faire en sorte que, quelle que soit la position où tu vas te retrouver, tu ne seras plus dans une certaine situation. En d'autres termes, lorsque tu arrives au pouvoir, organise-toi pour que celui qui est dans l'opposition soit aussi à l'aise que toi. Vous voyez, c'est ça qui fonde la démocratie. Sauf que dans notre pays, on a un système qui est fondé sur la gestion de la rente. Et la gestion de la rente, on dit que ce n'est pas une affaire de fauteuil. Ce n'est pas un banc. Vous voyez, c'est une chaise. Et le roi, il est le président. C'est lui qui décide. Et quand il décide, il a une cour. Et c'est cette cour-là qui crée les conditions d'un refus systématique de concession à qui que ce soit. Ça a été fait sous le PDCI, ça a été fait sous le FPI, c'est fait sous le RDR, ça ne va pas changer. Tout simplement parce que le paradigme de gestion est fondé sur la manne qu'il faut distribuer et que le principal distributeur, c'est le président de la République. Docteur Hippo, on va revenir à vous tout à l'heure. On a eu une urgence. On va écouter cette fois Simone Gbagbo. Ont été attaqués, la marche a été dispersée, mais dans une violence incroyable. Je me trouvais aux côtés de Laurent, mais je n'ai pas pu rester à ses côtés longtemps parce que tout de suite, il a fallu chercher à le mettre à l'abri. Ces gardes de corps nous ont dispersés. Un groupe est parti avec moi, l'autre groupe est parti avec lui pour assurer nos sécurités. Et ça a été terrible. Ça a été terrible. Lui, il a échappé à la mort parce que des gens ont tiré sur lui. Quelqu'un a tiré sur lui et c'est une dame à côté qui a reçu la balle et qui est tombée. On vient d'écouter à l'instant Mme Simone Yves Gbagbo. Elle était également actrice de ces événements du 18 février 1992 à la Hippo. Ah oui, mais moi je me rappelle très bien. Moi j'étais en prison parce que la marche a été convoquée pour qu'on demande ma libération. Et moi, le témoignage que j'ai reçu, c'est de deux personnes. Mon beau et un de mes frères. Mon beau était avec le président au sous-sol de la SOGEFIA. Je pense qu'il en est sorti profondément traumatisé. Mon frère aussi, il a vécu les humains. Simone, elle a été littéralement prise à partie par la FEIPAC. Et je crois que ce jour-là, elle est tombée dans le coma. Pour dire que, vous voyez, quand le système de répression de l'État est activé, vous voyez, par ceux qui dirigent l'État, tout simplement parce qu'ils estiment que c'est un danger pour l'État
que d'avoir l'expression démocratique. Voilà les résultats que ça donne. Alors, jusqu'à quand on va rester dans cette dynamique-là? Voilà un peu la problématique que Simon est en train de poser ici. Mais pour ceux qui ont vécu ces jours-là, c'était profondément marquant. Et je crois que la réaction, l'animosité que nous avons aujourd'hui dans la classe politique vient de ce jour-là. Il est bon que voilà, on fasse une espèce de cure, comme les Anglais le disent, collective, pour que bon, on puisse soigner voilà, les mémoires qui ont été profondément blessées. Alors, Simone, dans son intervention, à la fin, elle a dit qu'il y a eu d'énormes violences ce jour. Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'on en arrive là? Bon, je n'étais pas là. Je n'ai pas été acteur. Je n'ai été qu'un spectateur de loin. Mais je dis c'est le jour le plus triste de la Côte d'Ivoire. C'est ce jour que j'ai compris que notre démocratie était mal partie. Elle était morte. C'est ce jour-là que j'ai compris que tout était permis en Côte d'Ivoire. Et que nous qui voulons faire la politique, et nous qui sommes engagés en politique, nous étions en sursis permanent. Parce que pour rien au monde, on ne peut pas martyriser, brutaliser, surtout des femmes qui veulent s'exprimer, qui veulent donner un visage féminin à la démocratie, à la politique. Et ce qu'elle dit là me rappelle encore ce funeste jour que la Côte d'Ivoire a connu et que tous les partis politiques, y compris mon parti qui est au pouvoir, devraient condamner. Parce que dès qu'on est au pouvoir, il y a la séparation. Dès qu'on est au pouvoir dans une démocratie, c'est pourquoi le président Gbagbo a toujours voulu que le président de la République ne soit pas président d'un parti politique. De telle sorte qu'il y ait une démarcation entre les activités d'un parti politique qui sont des activités privées et les activités de l'État. C'est pourquoi, lorsqu'il est devenu président de la République, il a laissé le FPI entre les mains d'Affi N'Guessan. Voilà, c'est ce qu'on devrait faire. De telle sorte que, quand on est au pouvoir, il a dit tout à l'heure, Marcel l'a dit, et je le cite, il faut mettre l'opposant à l'aise. Et lui, il a voulu le faire avec la réconciliation nationale. Mais c'est qu'il a oublié celui qui a l'habitude de le dire. Un homme qui marche laisse des traces. Mais quand on laisse des traces, il faut d'entendre regarder derrière pour voir si le vent est en train d'effacer les traces ou bien qu'est-ce que ces traces-là deviennent. Pour ne pas que ces traces-là deviennent des termitières qui vont te poursuivre si toutefois qu'on les actionne. Je parle en image pour que vous compreniez ce que je veux dire. Notre pays a été victime du terrorisme d'État ce 18 février 1992. Et c'est ça qui a avalé chaque parti politique qui est venu au pouvoir jusqu'à ce qu'on arrive au summum. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, Docteur Hippo, quel est le rôle que Mme Simone a pu bien jouer dans ces événements? Non, Simone, elle était simplement une militante. Elle était responsable, membre fondateur du FPI, et donc une figure emblématique qui accompagnait le secrétaire général dans son combat, puisque lorsque en 1982, la décision du Front populaire a été prise de l'exiler pour faire en sorte que Délestéret fasse la campagne de leur organisation, elle, Boga Doudou et puis un certain nombre de camarades sont restés sur le terrain pour mener le combat. Donc c'est avant tout une militante. Voilà. Et donc peut-être que la barbarie soldatesque qui s'est abattue sur elle voulait tuer l'image de cette femme qui sort de l'ordinaire, en tout cas en ce qui concerne l'histoire de cette époque-là. Mais en réalité, c'était carrément faussé l'histoire même du PDCI. Pour la raison simple que nous qui sommes historiens, nous savons ce que la marche des femmes de 1949 a donné. C'est parce que les femmes, comme les Anne-Marie Ragy, sont sorties que le colon s'est dit, attention, si on va plus loin, on risque de se retrouver dans un autre Vietnam. Et c'est là qu'ils ont entamé les négociations avec le président Houphouët-Boigny. Donc pour dire que l'histoire de notre pays est riche en images ou en tout cas en témoignages de femmes très fortes qui se sont battues, qui ont donné leur poitrine pour ce combat. Même le mythe fondateur du peuple baoulé parle de la reine Popo. Donc pour dire simplement que lorsque un système refuse de s'adapter aux conditions historiques que lui impose par exemple l'évolution de son économie, voilà ce que ça donne comme résultat. Et il est important que, je crois, dans les mois qui viennent, juste après les législatives, on se rende compte que, comme je l'ai dit aux étudiants avant-hier, la réconciliation est une exigence de notre société et nous devons y aller sans arrière-pensée et faire en sorte que nous puissions créer les conditions
d'une alternative sociétale qui permettra à la Côte d'Ivoire de sortir de l'ornière dans laquelle elle est. Sinon, je crois que d'ici 2030, on peut oublier pour notre pays parce que le désert va avancer, on n'aura pas d'économie, l'État va s'effondrer et ce sera la catastrophe. Alors, avec votre permission, nous allons écouter un autre acteur clé de ces événements. À l'époque, il était Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il s'agit de Alassane Ouattara. Le ministre de la Défense, assurant l'intérim du Premier ministre, avait reçu le chef du parti d'opposition qu'est le FPI pour lui dire que la demande d'autorisation de cette manifestation avait été reçue et l'avait donc conseillé de faire en sorte que cette manifestation se passe sans violence et sans casse. Le responsable de ce parti a donné les assurances nécessaires et ce matin, au départ de la marche, un rapport m'a été fait. Cette marche a commencé avec 200 ou 300 personnes environ qui étaient pour la plupart armées, me dit-on, de toutes sortes d'armes, de gourdins, de pierres, de haches, etc. Évidemment, il leur a été signalé que ceci ne pouvait pas être autorisé si la marche devait être pacifique. L'itinéraire indiqué aux manifestants n'a pas été suivi. Les manifestants se sont rendus au palais de justice où les portes ont été forcées, comme vous l'avez constaté, je crois, et des dégâts importants ont été commis, aussi bien au rez-de-chaussée, au premier étage. Des vitres ont été brisées et aux alentours du palais de justice, plusieurs dizaines de véhicules ont été saccagés. 8 véhicules ont été incendiés et les fumées d'ailleurs étaient visibles de partout à travers la ville. Et également aux alentours du palais de justice, plusieurs immeubles ont été saccagés. C'est le cas du CCIA, la Sogefia, les pyramides, etc. Alors face à une seule situation, et dans un cas de flagrant délit évident, plusieurs personnes ont été interpellées, dont le secrétaire général du FPI. La procédure judiciaire suit son cours. Je voudrais indiquer à la population, aussi bien nationale qu'étrangère, puisque également certains bâtiments d'organisations internationales telles que la BAD ont connu des dégâts, des agents de cette institution ont eu leurs voitures brûlées, que le gouvernement prend toutes les dispositions pour la protection des citoyens et des biens, et que la Côte d'Ivoire est un État de droit. Les manifestations autorisées vont se poursuivre, mais il n'est pas question d'autoriser des manifestations pouvant conduire à la violence et à la casse, et surtout à des agressions physiques. Alors, M. Dagaré, on vient avec vous, on vient d'écouter le Premier ministre de l'époque, Alassane Ouattara. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quelqu'un au pouvoir, il joue son rôle de personnalité au pouvoir, qui défend son régime. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire dessus. Parce que c'était dans le contexte, et pour l'histoire, c'est une justification qui va peut-être se justifier d'elle-même, mais pas que je dois commenter. Non, dans son témoignage, il dit que l'itinéraire qui a été donné n'a pas été suivi. Quand on écoute, on a l'impression que c'est l'opposition qui est coupable. Et quand on écoute, non, il a dit une chose. On a l'impression que c'est le régime qui est coupable. À qui la faute? Il dit une chose. Il dit le Premier ministre étant absent, le ministre de la Défense qui a su l'intérim a reçu les organisateurs. Mais dans une république, lorsqu'il y a une marche, il n'y a pas d'autorisation. Hein. Les organisateurs en politique informent. Et le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Sécurité les reçoit. On s'attend sur l'itinéraire, le début et la fin, et certainement le nombre de personnes qu'on attend. Ce qui est subsidiaire. Et
la marche peut commencer. Mais l'État a l'obligation de faire encadrer cette marche-là. Et ce jour-là, on a écouté le président Babo, qui était l'un des acteurs de cette marche, ou non le principal organisateur de cette marche, a dit que ses émissaires sont venus dire qu'il y avait une armada. Donc, quand l'État met un dispositif pareil, il ne peut plus avoir de grabuge. Je ne veux pas aller au-delà des commentaires parce que Ange, nous sommes dans une période très à qui la sensible. faute, monsieur Ange? Non, je ne pourrais pas juger. Non, prenez le courage. Non, je ne pourrais pas juger. Je ne pourrais pas juger Assumons parce notre propre histoire. qu'on n'est pas dans une commission d'enquête pour que je puisse juger. Non, 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 je ne jugerai pas. Mais je dis, ça se laisse comprendre. Le président Gbagbo dit que le matin de la marche, ses émissaires viennent lui dire, puisque le FPI n'avait pas de milice, pour prendre des dispositions. Quand on voit des gens tenus, c'est les tenues de la République. Qui envoie ces tenues? C'est le gouvernement. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui paye. On dit, c'était là, il y avait un dispositif militaire fort. Et puis, il y a ça qui se passe. Ben, on n'a pas besoin d'autres commentaires que de comprendre. Alors, docteur Hippo, vous dites d'assumer. D'assumer par rapport à quoi? Tout à l'heure, j'ai dit que tout ce que nous vivons aujourd'hui, 29 ans plus tard, 2021, ça sera 30 ans plus tard, le nœud gordien de tout ce que nous vivons, c'est depuis ce jour-là que tout est parti. Voilà. Depuis ce que tout est parti. Chez nous, on dit, quand le mouton veut bouffer ton riz, il te regarde le visage et puis il bouffe. Alors, on comprend votre position. Voilà. Docteur Hippo. Non, je pense que je ne peux pas comprendre la position de Ange parce qu'il est celui qui, le premier, a estimé qu'il fallait qu'on assume notre propre histoire. Voilà. Ça. Et donc, pour moi, là où on est, il faut clairement dire que le PDCI, ce jour-là, a tenté d'arrêter la démocratie en Côte d'Ivoire. Point. Voilà. Ce n'est pas une affaire d'individu. Je le dis toujours, ce n'est pas une question de personne. Parce que lorsque le Premier ministre parle, il cite des rapports de police, je crois. Il dit qu'il y a un rapport de police qui lui dit que la marche a commencé avec des gourdins et des dispositifs. Alors, de deux choses l'une. Lorsque la police encadre une activité de l'opposition et qu'elle constate ce genre de situation, tout de suite, elle arrête la marche. Elle ne permet pas à la marche de faire 3 km. Parce que la marche a commencé à Djamé et a été dispersée au niveau du plateau. Il y a au moins 1 ou 2 km qui ont été déjà faits. Donc, pour vous dire simplement que c'était un argument que le système du parti unique a mis en place pour justifier la répression. Mais plus tard, ça va être encore la même chose. Vous avez vu tous les événements que nous avons vécus depuis. Il y a toujours une nébuleuse au sein de l'État qui justifie toujours les situations extrêmes que l'État crée contre les opposants. Vous voyez, on est sorti du 18 février. Après, on est rentré dans la guerre civile. Aujourd'hui, on est dans une crise post-électorale. Mais toujours, quelque part, le système de répression de l'État justifie ces activités. Et ça, ce n'est pas sérieux. Tout simplement pour dire qu'un jour, les camarades du PDCI doivent reconnaître que ce jour-là, ils ont donné des idées à tous ceux qui vont diriger la Côte d'Ivoire pour dire que quand tu es au pouvoir, si tu peux éliminer ton opposition, il faut le faire. C'est ça l'idée. Et c'est ce que nous vivons. Après, on ne va pas se plaindre quand celui qui est au pouvoir essaie d'éliminer l'opposition. Alors, docteur Hippo, vous avez dit dans l'un de vos propos que tout ce que nous vivons aujourd'hui part de 1992, 18 février. Et là, vous tenez coupable le PDCI. Est-ce qu'il faut entendre par là que le PDCI est responsable, coupable de tous les problèmes que la Côte d'Ivoire vit? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vais me répéter. Ce que j'ai dit, c'est qu'on est passé du parti unique à un État, ou du moins à un système qui devait être pluraliste. Et par la faute de la gauche démocratique qui ne s'est pas mis d'accord sur le mot d'ordre qu'il fallait, on n'a pas réussi à casser le parti unique. Le parti unique est présent. Là où nous sommes en train de parler en Côte d'Ivoire en 2020, 2021, le parti unique est présent. Sauf que... Comment expliquez-nous ça. Le parti unique est présent encore. Le parti unique est présent parce que l'État ne permet pas le pluralisme politique. Ah bon? C'est parce que l'État ne permet pas le pluralisme politique qu'on a eu la guerre en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on ne permet pas le pluralisme politique qu'il y a eu la désobéissance civile. C'est parce qu'on ne permet pas le pluralisme politique qu'en 2002, à un moment donné, d'autres se sont rébellés. Vous comprenez?
Donc, il faut bien que le parti unique soit démantelé au sein de l'appareil de l'État. Tant que ce n'est pas fait et que l'État devienne une propriété collective et non pas le clan de ceux qui sont au pouvoir, effectivement, toujours il va y avoir ce genre de tentatives et ces tentatives seront justifiées. Sauf que, à un moment donné, ça peut être toi, à un autre moment, ça peut être celui-même qui a appliqué cette décision-là. Vous voyez? Donc, pour nous, en tout cas, pour les gens de notre génération, nous nous sommes battus en 90. Ce n'était pas pour que voilà, la démocratie devienne véritablement ce qu'on pourrait appeler un cirque, mais une réalité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, M. Dagaré, il vous accuse le PDCI. Non, je n'accuse pas le PDCI. Khalil, je dis que la faute n'est pas seulement au PDCI, la faute est aussi la nôtre. Nous qui sommes de la gauche, on aurait dû se mettre d'accord pour démanteler. Il veut dire que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Voilà, donc aujourd'hui, on bénéficie. Vous ne voulez pas donner de jugement sur ces événements. Oui, je ne veux pas donner de jugement sur les... Parce que c'est des... Vous venez de donner un jugement en disant que les responsabilités oui, quand je dis que les responsables sont partagés... Vous reconnaissez que le PDCI est coupable de ce qu'on vit aujourd'hui. Bon, non, pas le dis cela tel que vous le dites. C'est comme si je m'accusais. Bon, ça ne fait pas harakiri. Non, mais il faut accepter aussi de se faire harakiri. Non, je ne peux pas me faire harakiri. Quand on reconnaît que ce n'est pas bon, et puis à partir de là, on essaie de construire un nouveau système. Mais vous ne pouvez pas ne pas reconnaître que ce qui s'est passé là, c'est comme moi aujourd'hui. Moi, je dis que j'ai condamné. Je dis que ce qui s'est passé en 92, le 10 février 92, est un attentat contre la démocratie. Est un attentat de qui? Vous avez vu tout à l'heure les enquêtes policières. Moi, je ne suis pas policier. Je ne savais pas qui était là-bas, qu'est-ce qu'il faisait. Mais selon... C'est l'État PDCI. Bon. C'est l'État PDCI, il faut l'admettre. Bon, mais... Parce qu'après l'État PDCI, il y a eu l'État FPI. Et puis aujourd'hui, il y a l'État RHDP unifié. Voilà. Et donc, c'est un système qui est mis en place, qui refuse systématiquement qu'il y ait une ouverture, que l'opposition existe, que des élections soient organisées de façon démocratique, qu'il y ait une commission électorale qui permette à celui qui veut élire son député, il puisse le lire et avoir la paix dans l'âme. Parce qu'il s'est dit que dans cette ville-là, nous avons choisi quelqu'un et puis après on nous a imposé quelqu'un d'autre. Les frustrations sont nées donc de ce système-là qui refuse de se faire harakiri. Mais un jour, il faut bien qu'on accepte cela. Tant que nous, vous qui êtes de notre génération, vous qui êtes de différentes structures, nous ne nous mettons pas d'accord là-dessus, il est clair qu'on ne va pas trouver de solution. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Si demain Alassane n'est plus là, si Gbagbo n'est plus là, si Bédié n'est plus là, que c'est Aïpo qui est le président de la République, je vais empêcher que Ange soit le maire de Cocody parce que je n'aime pas la tête de... Bien que le peuple de Cocody l'ait choisi, ça, ce n'est pas sérieux. Il faut bien qu'on fasse cette transition, je dirais, idéologique pour que, effectivement, la démocratie s'installe. Mais c'est d'autant plus urgent que si nous ne le faisons pas, notre pays risque de disparaître. En tant qu'entité économique forte de l'Union monétaire ouest-africaine. C'est une exigence de notre nation et nous n'avons pas le choix. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est peut-être faire en sorte que les camarades de notre génération puissent se retrouver. On avait déjà initié ce projet, tout à fait. La G90, et qu'on se mette d'accord sur le contenu de ce qu'on pourrait appeler les réformes nécessaires à notre pays. La réconciliation, la commission électorale qui est vraiment impartiale, et puis un conseil constitutionnel qui est aussi impartial, voilà, qui permettent à ce que les institutions soient légitimes. Et que bon, si dans ces conditions-là, la compétition permet à Ahmed Bakayoko, qui est aujourd'hui le Premier ministre, de gagner les élections, qu'Aïpo ne soit pas frustré, qu'après il prenne les armes contre lui. Vous voyez, tant qu'on n'a pas accepté ce genre de principe, on ne pourra pas avancer. Et c'est ce que je souhaiterais que le camarade reconnaisse en tant qu'illustre membre de la haute direction du PDCI. Il me semble qu'il reconnaît. Non, il fait la mauvaise foi. Ah bon? Il fait la mauvaise foi. Il fait de la mauvaise foi, c'est cela? Bon, c'est lui qui juge. Hein. Non, je ne juge pas, j'ai fait un constat. Il faut qu'on admette, Ange, que cette époque-là est passée. Que des erreurs ont été commises à ce pays. Merci. On les dénonce et c'est à nous qu'il revient de les corriger. Merci. Et je suis d'accord avec ça. Voilà. Nous avons connu 3 régimes. Depuis 1960, 60 ans plus tard, il y a 3 régimes qui sont succédés. Il y a eu le PDCI qui est resté pendant 40 ans. Il y a eu un régime militaire de 10 mois. Il y a eu un régime FPI de 11 mois, de socialiste. 11 ans. De 11 ans plus tôt. Et puis, il y a aujourd'hui le RHDP, le RDR-HDP. OK.
il faut après tirer les conclusions. Merci. Il faut s'asseoir pour dire, bon, après que tous les partis politiques ont gouverné la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous pensons dans 20 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Justement, c'est la dernière question que je vous pose. Voilà, On commence par vous, oui. Monsieur Dagari. Je crois que ce n'est pas encore perdu pour la Côte d'Ivoire. La démocratie n'est pas encore perdue parce que les Ivoiriens ont cette volonté de la liberté d'expression, ont cette volonté de manifester librement, ont cette volonté de respecter leur constitution. Si nous regardons ce qui s'est passé ces derniers mois, les Ivoiriens veulent un pays où celui qui est au pouvoir gouverne, qu'il gouverne et qu'après qu'il rende compte à travers des élections auxquelles les Ivoiriens vont participer librement et que leur vote soit reconnu et que leur vote soit libre et que leur vote soit démocratique. Mais qui peut porter cela? Quand vous regardez, je fais référence toujours au monde, quand vous regardez le système soviétique avec l'URSS actuel, quelqu'un qui est le produit du communisme pur dur, qui est Poutine, vous croyez qu'il peut avoir un référence démocratique? Il n'a pas évolué dedans. Quand vous regardez les États-Unis et que vous regardez les références de Donald Trump qui viennent d'être défaits par le peuple, quand vous regardez ces réflexes, ce n'est pas quelqu'un qui épouse le système américain. Il est en dehors du système américain, il est en train de créer autre chose que les Américains ne pouvaient pas accepter. Ils l'ont rejeté. Le peuple ivoirien est un peuple qui est démocratique, qui accepte. Il est Dida, je suis Bété, vous êtes Khalil du Nord, vous regardez autour de Bédier, vous regardez autour de Laurent Gbagbo, vous verrez que c'est toute la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que chaque région, chaque ethnie, chaque village aspire à participer à la vie démocratique. Mais maintenant, il faut créer les conditions. Et pour créer les conditions, ce sont ce genre de débats. Le président Fouboy nous disait, on n'apprend qu'avec l'adversaire. Parce que si nous deux, nous sommes du même camp, on sait déjà pourquoi nous sommes du même camp. Donc, je voulais rappeler pour dire que nous, aujourd'hui, nous sommes dans cet esprit. Lui, il est fondamentalement de gauche. Il était au commencement marxiste-léniniste. Lui qui est en face de moi. Il était fondamentalement marxiste-léniniste. Et il se surprenait de voir un jeune étudiant qui était du PDCI, et tous, ils se surprenaient à la FESI. Mais c'est aussi ça, la démocratie. Laisser la liberté aux autres d'exprimer leur opinion, d'agir selon leurs convictions, et que la Côte d'Ivoire s'en porte bien. Il a sorti une chose qui me plaît, la réconciliation nationale. C'est la seule chose qui peut sauver aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Même si nous avons une économie puissante, nous avons des partis politiques puissants, nous avons un pouvoir régalien très fort. Mais si les Ivoiriens ne s'attendent pas, à l'intérieur même de nos partis politiques, parce que c'est là les partis politiques qui fondent même l'État dans la vie politique. Si nous arrivons à la réconciliation, nous allons sauver la Côte d'Ivoire. Merci, et pour sauver la Côte d'Ivoire, il a cité trois plaies. La première plaie, c'est laquelle? La CEI. La CEI, hein, c'est ça? Voilà, la CEI, le Conseil constitutionnel, et c'était un troisième là. Bon. Et nous devons arriver, parce qu'aujourd'hui je suis là, et puis je me demande, mais pourquoi avons-nous lutté contre le système administratif qui organisait les élections? C'était le ministère de l'Intérieur. Parce que en 2000, c'était la Commission nationale électorale. Après, c'est devenu la Commission électorale indépendante. Mais l'élection, quand on l'a dit, nous sommes revenus au parti unique où les Hippo-Lago, Émile Constant-Bombé venaient pour annoncer. D'accord, c'est compris, M. Dagari. On va écouter cette fois Dr Hippo. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier Ange, qui est un débatteur à pair, et vraiment, il m'a permis d'aller en profondeur des choses. Qu'est-ce qu'il faut? C'est simple. Il faut faire d'abord le constat que nous sommes à la fin d'un cycle économique et que ce cycle économique nous impose de prendre des mesures drastiques en ce qui concerne les perspectives de notre pays. On n'a plus d'économie de plantation à partir du moment où on rentre dans un cycle de pluviométrie en dessous de 1500 mm de pluie par an. La déforestation est à nos portes. Ça veut dire que l'extrémisme de tous bords est en train de rentrer. Vous savez déjà que notre pays est infecté, voilà, de ces forces hostiles. Ça veut dire simplement qu'il revient à la classe politique de prendre ses responsabilités. Alors laquelle?
Je crois que le 31 octobre, pour moi en tout cas, ferme la porte et clôt le débat sur la direction politique des élites. Ce qu'il leur reste à faire, c'est d'organiser une procédure qui nous permettra éventuellement de créer les conditions d'un nouveau consensus au sein de notre pays. Et ça ne peut pas être un consensus, un arrangement entre des individus. Ça doit être un consensus qui est fondé sur des éléments objectifs. Tout à l'heure, on a parlé de la commission électorale, on a parlé du Conseil constitutionnel, on a parlé aussi de la responsabilité des partis de la démocratie à l'intérieur des partis. Mais c'est aussi la responsabilité des élites que nous sommes d'avoir des visions qui ne soient pas antidémocratiques. Il faut bien que ceux qui disent qu'ils veulent survivre ou qui veulent faire vivre la démocratie soient des démocrates. Et donc, je crois que c'est à une révolution des mentalités et de la vision que nous devons assister. Et cela passe par éventuellement la responsabilisation. Comme Ange le dit, elle ne se décrète pas. Mais moi, j'ai confiance parce que je sais que chaque fois que nous avons pris une décision en tant que génération, on l'a appliquée. Et je suis persuadé que cette décennie sera la décennie de la Côte d'Ivoire en termes de l'avènement d'une vraie société de démocratie participative et puis surtout de poser les bases d'une nation qui sera prospère dans les 30 prochaines années. Nous allons le faire. Alors, je vais vous arracher juste un mot à vous deux relativement à la télé, l'intelligent.tv. Bon, je pense que c'est une très bonne initiative. Le directeur de publication de l'intelligent est un ami, Joël Touré aussi, c'est un ami. Et je pense que vous êtes en train de faire un travail fantastique. Monsieur Dagaré. C'est une initiative à louer. Cela démontre que la jeunesse ivoirienne a envie et qu'on n'a pas besoin de dire que c'est aux jeunes de créer aujourd'hui des espaces de liberté. Notre ami l'a fait. Après cette initiative, nous l'encourageons. C'est pourquoi j'ai accepté. Absolument. Quand on m'a appelé pour dire que c'était l'intelligent d'Abidjan, je dis, ben, moi je viens tout de suite. Voilà. Pourtant, je suis en deuil, j'ai perdu ma mère, j'ai fait la levée de corps demain. Et puis bon, j'ai accepté parce qu'il faut encourager. Là où les jeunes peuvent s'exprimer, il faut que les jeunes aussi viennent apporter leur soutien. C'est la solidarité, générationnelle. Voilà. Et je voudrais vous dire un grand merci. Si je découvre ça, je découvre et puis je suis heureux. Bon vent et que cette chaîne donne la parole aux jeunes, c'est ça qui manque. C'est ça qui manque à la Côte d'Ivoire. On ne donne pas suffisamment de parole aux jeunes, on ne laisse pas la place aux jeunes. Mais c'est aux jeunes aussi que doit revenir la responsabilité de se déterminer face à des obstacles. Parce que ce sont des obstacles. Vous savez, la mentalité africaine ne passe pas toujours le relais. Hein. Ça, c'est dans nos coutumes, dans nos réflexes. C'est pourquoi nos pouvoirs sont des pouvoirs dictatoriaux. En Afrique, quand quelqu'un est chef de village, chez nous, par exemple, parce que chez les Hébriers, chez d'autres peuples, c'est par génération. Voilà, hein? Par classe d'âge, voilà. Chez nous, bon, une fois que tu es chef, tu es chef. Donc, cette mentalité a beaucoup l'ont cultivée, même quand ils sont des intellectuels qui sont venus des grandes écoles modernes, des universités, des pays avancés. Ils ont toujours ça dans le sang. Non, la rente cacaoyère est faite. Donc aujourd'hui, je vous félicite. Les jeunes vous ont compris. Et ils vont prendre leur responsabilité. C'est le jet de la présidence qui fait ça. Merci infiniment à vous, Dr Marcel Aipo. Je vous en prie. Merci d'être venu. Merci également à vous, M. Ange Dagaré Dasso. Merci d'être venu et puis nous vous souhaitons de rentrer sain et sauf chez vous à la maison. Alléluia. Merci également à vous qui nous avez suivis depuis chez vous. Et puis très bonne suite de programme sur l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez. Bonne soirée.